Donc bonjour, donc je vais essayer rapidement de tracer un petit peu un historique sur l'évolution des technologies dans les entreprises et essayer de pointer quelques dangers actuels et quelques dangers peut-être à plus long terme sur l'utilisation de ces technologies. Alors avant de commencer l'évolution, il faut d'abord évidemment se rendre compte qu'il y a trois grandes tendances qui remontent à la fin du 19e siècle et qui s'inscrivent encore aujourd'hui dans la manière dont les technologies s'implémentent dans les entreprises. C'est d'abord le fait qu'on a une idée que l'organisation scientifique du travail, donc l'idée qu'on peut organiser scientifiquement le travail de manière donc Taylor, etc., etc. Deuxièmement, l'idée que le capitalisme, qui n'était pas encore vraiment mondial à l'époque, mais que le capitalisme demande aux entreprises d'être les plus adaptées possibles et donc elles doivent se montrer flexibles, elles doivent être capables de changer rapidement. Et enfin, une utopie technotechnologique qui laisse penser que toutes les technologies sont neutres et objectives, alors qu'évidemment, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, ce n'est pas le cas. Alors les évolutions ou l'évolution de l'utilisation des technologies dans les entreprises, je la verrai en trois grandes parties. Je dirais que dans un premier temps, la plupart des entreprises ont plutôt été pas très technophiles. Je dirais, les entreprises, la technologie n'est pas rentrée très rapidement dans les entreprises, à part la robotique, donc le fait d'automatiser les chaînes de production. À part ça, effectivement, l'informatique a souvent été vue comme une espèce de nécessité qu'il fallait implémenter pour gérer les données du quotidien, les factures, la comptabilité, les stocks, etc., etc., etc. Dans une deuxième phase, on a vu l'émergence de l'utilisation des technologies de la communication. D'abord, l'idée était de permettre de mieux coordonner le travail entre les travailleurs grâce aux technologies de la communication, donc éviter le téléphone, le fax, le papier, les réunions physiques et compenser ça par le courriel, les forums de discussion et Skype. Dans un deuxième aspect, c'est la communication vers les travailleurs. Alors bien entendu, c'est la communication interne. De plus en plus, la communication interne des entreprises passe par le média des outils de communication modernes, mais aussi la numérisation et l'automatisation des processus de production. Donc l'idée, effectivement, qu'on peut programmer et automatiser une chaîne. Typiquement, par exemple, dans un outil de gestion documentaire, on peut dire qu'un document doit être édité par telle personne, doit être validé par telle autre personne, passer par une troisième personne qui doit valider avant que le document devienne en ligne. Donc, on a vraiment automatisé tout le processus de production. Et enfin, l'autre aspect de ces utilisations de technologies de la communication, c'est aussi pour la délocalisation. Le fait qu'à partir du moment où il était plus facile, on peut donner des ordres à distance instantanément, on peut en fait complètement éclater la chaîne de production, là où avant, il fallait quand même une sorte de proximité géographique entre les différents éléments qui intervenaient dans la chaîne de production. Je renvoie à tous les travaux de Manuel Castells, notamment sur l'économie en réseau. Donc, je dirais que ça, c'est le deuxième grand temps, l'utilisation des technologies de la communication. Et puis, troisième grand temps, c'est celui qui à peu près touche depuis, je dirais, le milieu des années 2000, c'est l'assimilation directe et indirecte de la philosophie de la Silicon Valley dans les entreprises. Alors, elle se traduit de deux manières différentes. D'abord, au niveau indirect, c'est développer l'esprit start-up dans les entreprises. C'est, on en a parlé ce matin, l'hyperconnectivité, évidemment. L'horizontalité apparente, le soi-disant fait qu'il n'y a plus vraiment de chef et que tout le monde peut donner ses idées, alors qu'on sait très bien que c'est n'importe quoi, mais évidemment, il y a ça. Le développement du travail à domicile, dans le but, soi-disant, de favoriser l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, le fait qu'on attende de plus en plus des travailleurs qui soient à 100% engagés dans le projet de l'entreprise, un peu comme une start-up, on y croit tous, on est là pour y aller. Et puis finalement tout le discours autour de la créativité, de l'innovation, mais qui ont des implications dans la manière dont on organise le travail au quotidien. L'exemple le plus connu, c'est la méthode agile qui a été développée initialement pour le développement de logiciels et qu'on applique de plus en plus pour tout, qui consiste à dire on va scinder un projet qui est un projet généralement à long terme à des objectifs à très court terme qui sont tout le temps évalués et donc une espèce de stress permanent de l'évaluation entre les gens. Donc ça, je dirais, ça c'est l'aspect indirect. Dans l'aspect direct, évidemment, on en a touché un mot évidemment ce matin aussi, c'est évidemment l'utilisation des algorithmes pour prendre des décisions à la place de l'être humain. L'idée étant de se dire que grâce aux technologies, effectivement, on peut prendre des décisions à 100% rationnelles qui visent à maximiser des objectifs qu'on aurait définis a priori. Et effectivement, c'était intéressant, je pense que dans l'introduction ce matin, on a cité, j'étais pas là, mais un conférencier de chez IBM qui expliquait qu'à la fin, quand même, les algorithmes, c'est bien, mais c'est un être humain qui prend la décision. C'est pas comme ça partout. Il faut savoir que chez Amazon, c'est pas comme ça. C'est un algorithme qui évalue en permanence les agents et qui décide qui est viré.
Donc on ne consulte même pas les chefs des entrepôts d'Amazon. Tout à coup, un jour, il n'y a personne qui vient et en fait, c'est l'algorithme qui a décidé automatiquement de virer telle ou telle personne parce que ces quotas de productivité ne correspondent pas aux pourcentages qui ont été pré-encodés dans les algorithmes. Je dirais, ça, c'est vraiment, je dirais, il me semble, la tendance actuelle. Alors, quels sont les dangers? Alors, j'en ai identifié 7, et je suis dans les temps pour l'instant. Le premier danger, c'est le fait que ces algorithmes, en fait, on l'a dit, je pense, à la pause, c'est que de plus en plus, en fait, il y a quelques acteurs qui dominent le domaine des algorithmes dans un secteur donné. Donc, par exemple, c'est vrai que pour l'utilisation d'algorithmes pour présélectionner ou sélectionner des CV, ben là, il y a un outil qui est en train de s'imposer. Et donc ça pose le risque qu'effectivement, à partir du moment où tout le monde utilise le même outil, le même algorithme, effectivement, à un moment donné ou à un autre, c'est pas que ces algorithmes sont bons, mais en fait, simplement, c'est qu'ils sont autoprédictifs. Donc c'est un phénomène qui est bien connu en économie. En 1973, il y a deux économistes, Black et Scholes, qui ont défini un modèle d'économistes d'université dans leur bureau tout seul, avec plein de poussière de tous les côtés, qui ont évalué un modèle, qui ont créé un modèle pour évaluer les prix des dérivés primitifs. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, l'article a été publié, et en fait, quand on regarde historiquement dans quelle mesure les données réelles de ces valeurs primitives correspondent au modèle, on se rend compte que ça commence vraiment à être le cas après la publication. Donc en fait, ils ont publié l'article, les entreprises ont commencé à implémenter leur modèle, donc forcément, après, le modèle a collé à la réalité. Mais ce n'est pas parce que le modèle collait à la réalité, c'est parce que la réalité a fini par coller au modèle. Donc ça, c'est vraiment un risque de voir ces algorithmes partout. Deuxième grand aspect, c'est l'idée que les algorithmes soient neutres. Ce n'est pas vrai. Les algorithmes ont des biais qu'on ne comprend pas forcément, mais ils ont des biais. L'exemple classique, c'est en Grande-Bretagne, ils ont voulu objectiver le fait d'accepter ou non la demande d'asile d'une personne, soi-disant parce que vous savez, chez nous, c'est une commission de personnes, êtres humains, etc. Donc les êtres humains, c'est pas objectif, etc., 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 etc. Donc on a voulu mettre en place un système sur des critères clairs, etc. Et donc ils ont mis ce système en place. Ils ont fait une évaluation 6 mois après ou 1 an après la mise en place pour voir comment ça se passait. Et ils se sont rendus compte que l'algorithme discriminait systématiquement les femmes qui avaient entre 20 et 30 ans, qui n'avaient pas d'enfants et qui venaient d'Afrique subsaharienne. Non pas que ça correspondait à une règle particulière qui avait été dictée en amont, c'est juste que la manière d'implémenter le système, et par exemple dans les systèmes de règles, l'ordre dans lequel on implique des règles, il y a beaucoup de règles, ont un impact sur la manière dont l'algorithme va répondre à la question qu'on lui pose. Effectivement, en fait, il y a un biais qui s'est introduit. Et ça, peu de gens sont conscients qu'effectivement les algorithmes ont des biais, on nous explique que c'est extraordinaire. Et c'est d'autant plus embêtant que ces algorithmes ont des biais, c'est que parfois, ou de plus en plus, je dirais, personne ne comprend rien à ces algorithmes. Quand on regarde aujourd'hui, quand vous entendez des big data, les algorithmes qui jouent aux échecs, qui composent des œuvres musicales, etc., derrière, c'est toute une même famille d'algorithmes qu'on appelle des réseaux de neurones. Alors, on pourra en discuter après, je ne vais pas rentrer dans le détail des réseaux de neurones. Mais par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que personne ne comprend pourquoi ça fonctionne. Donc ça fonctionne. Ça, on est tous d'accord, enfin, on le voit bien tous les jours, mais personne ne comprend pourquoi ça fonctionne. En d'autres termes, l'algorithme ne sait pas expliquer pourquoi il prend une décision. Or, ces réseaux de neurones, ils sont au cœur de la voiture intelligente, mais ils sont aussi, par exemple, aux États-Unis, c'est un algorithme basé sur ces éléments-là qui décide si un prisonnier a droit ou non à une remise de liberté ou une remise sous condition. C'est un algorithme qui décide de ça. Donc, de plus en plus, par exemple, c'est un algorithme aussi basé sur les réseaux de neurones qui décide quels sont les quartiers que la police doit cibler de manière préventive dans ses enquêtes, etc. Donc, vous voyez qu'effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Quatrième problème, on en parlait un petit peu à la pause, c'est que tous ces algorithmes, le plus souvent, se basent sur les données. C'était la thématique de votre séminaire, enfin de votre ensemble de séminaires, les données dans l'entreprise. Le problème, c'est que les données eux-mêmes ont des biais. Et donc, si on demande à un algorithme, quand bien même il serait parfait, d'apprendre sur des données biaisées, il va apprendre le biais. Et donc, on parlait des CV tout à l'heure, et on en parlait encore à la pause. C'est vrai qu'on se rend compte que les algorithmes de CV, par exemple, dans la sélection des profils de cadres, ont systématiquement discriminé les femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a pris évidemment les données historiques, et historiquement, les femmes, elles n'avaient pas beaucoup le droit à avoir des postes de cadre. Donc, forcément, l'algorithme a cherché des récurrences, et il s'est dit, ben oui, ce qui est le plus récurrent, c'est le sexe.
Et donc, il a commencé à intégrer, et comme personne ne comprend, on s'est rendu compte de ça après coup. Donc voilà, le fait que les données elles-mêmes ne soient pas toujours bonnes, effectivement, ça pose un problème dans l'utilisation de ces technologies. Cinquième problème, c'est que le management, alors je mets le management entre guillemets, c'est l'ensemble des décideurs politiques, industriels, etc., en fait, ne comprennent rien à l'informatique. Et résultat des cours, c'est qu'en fait, on voit bien que dans les entreprises, j'ai vu ça dès que j'ai commencé à travailler, pour le coup, au siècle passé, c'était déjà comme ça, c'est qu'en fait, les départements d'informatique, c'est une espèce d'État dans l'État, avec des dieux tout-puissants qui décident de tout, et il n'y a personne qui comprend ce qui se passe. Le management, généralement, signe le chèque pour faire tourner la baraque, mais il n'y a personne qui comprend exactement comment ça fonctionne, quoi. Or, quand on regarde comment c'est dans les départements informatiques, de plus en plus, et à l'heure des données, c'est les data scientists, etc., tous ces gens qui ont appris à manipuler les données de réseaux de neurones, ces outils statistiques, etc., en fait, dans leur formation, je vais être gentil en disant qu'ils sont peu formés à être critiques par rapport à leurs propres pratiques. Et donc, c'est des gens qui pensent effectivement qu'on va prendre l'algorithme, l'outil qui se trouve sur le site www.opensource.com, on le télécharge, on prend un autre outil, on transforme la sortie de l'un pour entrer dans entrer dans l'autre module, et ça donne le résultat, et on présente ça, et le tout, évidemment, en 2 semaines, quoi. Et donc, effectivement, il n'y a plus vraiment de décision business ou de décision structurelle et, je dirais, stratégique dans, finalement, la manière dont ces algorithmes sont mis en place. Voilà, tout le monde fait ça. Voilà. Le bon exemple, c'est SAP, quoi. Toutes les entreprises ont installé SAP. Voilà, j'attends encore d'avoir une entreprise qui a installé SAP qui fonctionne entièrement, quoi. Donc, je crois que ça n'existe pas. À ma connaissance, c'est toujours en train de développer des trucs. Alors, il y a une nouvelle version qui arrive. Il faut tout recommencer. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, je crois que ça, c'est le cinquième effet. Et puis, le 6e effet, c'est évidemment, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est un contrôle de plus en plus fort sur les travailleurs. D'abord parce qu'on multiplie la manière d'évaluer le travail. Donc, un des grands combats du 19e siècle, c'était de se dire on se bat pour la durée du temps de travail. C'est-à-dire ce qui était le critère d'évaluation du travail principal, c'était le temps de travail. J'arrive au bureau à 9 h, je repars à 5 h, ça fait 8 heures, avec une pause d'une demi-heure, ça fait 7h30, fois 5, ça fait 38,5 et c'est la loi. Or, ce qui se passe, c'est que maintenant, de plus en plus, on va utiliser d'autres types de techniques pour évaluer le travail. Nombre d'emails traités, nombre de lignes de code encodées, etc., nombre d'images traitées. Enfin, il y en a toute une série. Résultat des courses, effectivement, on a l'idée qu'on retourne à un travail à la pièce, en fait. C'est un grand combat du 19e, c'était on arrête de travailler à la pièce, d'être payé à la pièce. On est payé en fonction du temps de travail. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. On retourne à une évaluation à la pièce avec tous les dangers qu'on a vus auparavant. Aussi, le fait qu'on explique que c'est extraordinaire, vous allez pouvoir travailler à la maison, ça veut dire avoir une vie épanouie, notamment les femmes. C'est les femmes, hein. L'idée étant évidemment que les femmes s'occupent des gosses la journée et puis travailler le soir. Hein. C'est un peu ça l'idée générale, mais ça on ne dit pas. On dit c'est l'épanouissement général, etc. Alors je pense qu'effectivement, pour une toute petite partie des gens qui ont la chance, par exemple, comme moi, d'avoir un profil, entre guillemets, spécialisé ou ultra spécialisé, c'est qu'effectivement, c'est un vrai confort. Moi, je peux choisir de dire, voilà, de 3 h à 4 h le mardi, je vais à mon cours de guitare et je récupère ça le soir. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais je pense que pour des gens qui sont un peu moins qualifiés, de nouveau, on rentre dans l'évaluation à la pièce. Et au bout du compte, ce que montrent les études, c'est que les gens qui travaillent à compétences égales, les gens qui font plus de travail à domicile travaillent plus. À compétences et à salaire égal, les gens qui travaillent à domicile travaillent plus que les gens qui ne sont pas là. Deuxièmement, on a un deuxième sous-aspect de ce contrôle fort des travailleurs, on en a dit tout à l'heure, c'est le fait qu'on crée de plus en plus d'espèces de profils types, donc ces espèces d'algorithmes, des outils aussi, hein, créer des espèces de profils types de travailleurs auxquels les gens doivent se conformer. Moi, il n'y a aucun meilleur exemple que milieu académique. Il n'y a rien qui ressemble plus à un prof qu'un autre prof, quoi. Je ne veux pas être méchant, mais c'est des gens qui ont publié 3 articles dans les revues A, donc c'est tous les mêmes revues, hein, parce qu'il n'y a pas des milliards de revues A, qui ont tous fait un postdoc dans une autre université. Parce que ça, c'est les conditions pour être nommé, en fait, et pour avoir les promotions. Donc, en fait, on formalise de plus en plus les profs. Alors, je suis d'accord que, globalement, ils sont plus spécialisés qu'ils l'étaient que les profs que moi j'ai eus, mais il y a beaucoup moins d'esprit critique. Et je pense que ce manque, de plus en plus, on voit ça aussi dans les entreprises. Effectivement, il y a de moins en moins de place qui est laissée à l'initiative individuelle, parce que de plus en plus, tout est réglé par le nombre de caractères qu'il faut dans le résumé, dans le machin. Il faut choisir des mots-clés, bazar bidule. Tout le dispositif techno-scientifique qui encadre le travail, en fait, est hyper normatif et laisse très peu de place à
à l'initiative personnelle. Et enfin, le troisième aspect de ce contrôle fort, c'est évidemment, on en a dit tout à l'heure aussi, c'est évidemment le contrôle continu avec l'Internet mobile et le fait, on en a parlé plusieurs fois, des témoignages en ont parlé, hein, le fait qu'on n'est jamais déconnecté de la réalité. Il faut savoir que, je pense dans les 90, je pense que les syndicats suisses se sont battus pour qu'il n'y ait pas le Wi-Fi dans les gares. Et pourquoi? Parce qu'ils disaient, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de Wi-Fi dans les gares, c'est la certitude qu'il y a une déconnexion réelle entre le travail et la vie privée. Et maintenant, cette déconnexion, elle est plus là, on est tout le temps au travail. Moi, je suis parti en vacances avec des amis, il était tout le temps, on envoie des mails. Alors, évidemment, quand on envoie un mail, il ne s'agit pas d'attendre 2 jours pour répondre, parce que si vous ne répondez pas dans les 30 secondes, on a l'impression soit que vous êtes mort, donc c'est-à-dire on prépare déjà votre bureau à être remplacé par quelqu'un d'autre, soit on va dire, oh là là là, il n'est pas vraiment engagé dans le projet, etc. etc. Et donc, c'est un mauvais point. Donc, attention. Donc, c'est une espèce de... Et ça va même beaucoup plus loin, parce qu'on voit toujours au niveau de, soi-disant, derrière l'idée qu'on va gagner du temps. Qu'est-ce qu'il y a de plus chiant que de devoir encoder des codes pour entrer dans une porte, de devoir mettre une carte, hein, sortir sa carte de son portefeuille pour ouvrir le badge du parking. C'est quand même beaucoup plus simple si on met une puce. On implémente une puce et vous passez et tout s'ouvre automatiquement puisqu'on sait que c'est vous. Et de fait, alors c'est encore ultra marginal, mais effectivement, on voit que ça se développe de plus en plus. Et c'est vrai que la réticence des jeunes générations par rapport à ça est beaucoup moins forte que la génération, la mienne, et encore celle d'avant. Donc ça, c'était un peu les 6 gros dangers. Et pour terminer, en restant dans le temps imparti, à plus long terme, donc quelles sont pour moi les 2 évolutions que malheureusement je ne vois pas très bien, enfin, qui ont de fortes chances d'être réalisées. Je n'ai pas une boule de cristal, mais voilà. C'est évidemment en fait, de moins en moins de décisions humaines. Donc on va de plus en plus automatiser les décisions, parce on pourrait en reparler, mais il y a toute l'idéologie dominante derrière le big data, l'idée que les données contiennent la vérité, que plus on a de données, plus la réalité est objectivée, etc. etc. Enfin, tout ce débat-là autour du fait que le big data soit objectif, etc., va faire en sorte qu'on va de plus en plus déposséder en fait l'être humain dans tous les secteurs. Ça ne concerne pas seulement les secteurs de l'industrie, mais c'est aussi en justice. Hein. Je vous parlais des décisions de remise de peine, mais de plus en plus on envisage aux États-Unis le fait que pour certains types d'affaires, c'est l'algorithme qui va traiter l'affaire plutôt que des êtres humains. Donc je pense que ça, c'est un premier aspect, sachant que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ces algorithmes ne sont généralement pas capables d'expliquer pourquoi ils décident que telle ou telle personne n'a pas sa liberté sous caution. Ce n'est pas expliqué. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis, un deuxième risque, on en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est vous qui avez parlé du problème de la qualification des gens, c'est qu'effectivement, je vois effectivement une évolution où il y a une sorte de disparition de la classe des tâches moyennement qualifiées. Et qu'on va vers un système avec quelques boulots ultra spécialisés, les gens très créatifs dans le domaine de la R&D, qui maîtrisent les algorithmes, mais qui maîtrisent les algorithmes, pas qu'ils savent programmer. Parce que programmer aujourd'hui, c'est pas très compliqué. C'est qu'ils maîtrisent les algorithmes, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent ce qu'il y a un petit peu dans la boîte noire, un petit peu. Donc, d'une part, et de l'autre, les gens en bas, entre guillemets, les gens du bas, les gilets jaunes du travail, bon, si vous me permettez l'expression, même si c'est un peu provoquant, c'est effectivement des gens qui auront des tâches peu qualifiées, dont on se dit que ça demande peu de qualifications, donc c'est facilement remplaçable, et donc toute la théorie sur le fait d'avoir des armées de remplacement, mais en même temps, dont la mécanisation ou l'automatisation a encore un coût, même quand c'est remplacé par des algorithmes qui ne font jamais greffe. Et donc, par exemple, c'est tous les travaux que vous trouvez sur l'Amazon Turk, qui est un des exemples, mais ce n'est pas la seule exemple de plateforme où on fait du micro-travail, présenté comme l'ubérisation, en fait, c'est tout le travail au niveau de ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. C'est l'idée, effectivement, qu'il y a des choses qu'aujourd'hui encore, un être humain peut faire beaucoup plus rapidement, de manière plus efficace qu'un ordinateur. Par exemple, on parlait des voitures intelligentes. Une des choses que les voitures doivent apprendre intelligentes, c'est de repérer la différence entre un signal interdit et un signal sens unique, parce que ce n'est pas vraiment la même chose. Alors on sait maintenant qu'on a démontré que des petits pixels dans l'image pouvaient faire en sorte que l'algorithme croit qu'un sens unique est un sens interdit. Donc bonjour les problèmes. Mais même en amont, pour alimenter l'algorithme, il faut des données préétiquetées. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a besoin de gens qui passent des centaines de millions de photos et qui disent c'est un sens interdit, c'est un sens unique ou c'est rien du tout. Et ça, aujourd'hui, on a besoin d'êtres humains, mais ça, évidemment, ça ne demande pas des grandes qualifications, et donc c'est des choses qu'on peut faire à 0,015 centimes les 1500 images, quoi.
Donc voilà, 11h31, tip top 20 minutes. Un grand merci. Voilà.